Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, entre les enseignants et leur hiérarchie, le torchon brûle. Le retour sur une étude qui vient de sortir avec un de ses auteurs, l'invité du Grand Oral est Benjamin Moignard. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité dans les kiosques avec cette une du magazine Archéo consacrée à une des inventions les plus importantes de l'histoire, celle de la presse de Gutenberg. L'heure de la récré, toujours avec Emma qui retrouve décidément son âme d'enfant à l'approche de Noël. Elle vous parle aujourd'hui d'un grand classique, la lettre au Père Noël. Et puis enfin, rendez-vous avec Marie-Olivier et son cours particulier à la découverte d'un dispositif pour les enseignants baptisé Prof-Chercheur. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Vous le savez, dans la quotidienne en particulier, sur School TV en général, on n'hésite pas à parler des problèmes de l'école, mais on essaye à chaque fois de montrer que des solutions existent et que des personnes s'engagent, bref, qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Et souvent, la question est, si ça marche ici, pourquoi ça n'existe pas partout? La réponse, elle est à chercher, entre autres, du côté de la mise en œuvre des politiques publiques. Elle se traduit très concrètement sur le terrain par la qualité du lien entre celles et ceux qui font la classe et leur hiérarchie. Et ce lien, eh bien, il est très abîmé. C'est ce que révèle une vaste étude réalisée pour l'Autonome de Solidarité par Éric de Barbieux et Benjamin Moignard. Benjamin Moignard qui est l'invité du Grand Oral. Benjamin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences de l'éducation à l'université Cergy Paris et président de l'Observatoire universitaire international de l'éducation et de la prévention. On va commencer par le constat. Vous avez interrogé près de 9000 personnels des collèges et des lycées, pas que des enseignants d'ailleurs. Quand je dis personnel, c'est vraiment au sens large du terme. Objectif, mesurer les transformations qu'ils ont vécues et l'évolution de leur perception sur 10 ans. Je cite le résultat, on passe de 31% de personnes déclarant n'être pas satisfaites de leur métier à 55%. C'est un effondrement, le mot est quand même puissant, effondrement. Oui, le mot est puissant, mais il fallait pouvoir dire les choses telles qu'elles se vivent sur le terrain. Et c'était un peu un des enjeux de cette enquête-là que d'aller retourner voir des enseignants, des personnels de direction, des CPE. Donc dans le second degré, là on est vraiment sur le second degré, on en fera une nouvelle sur le premier degré cette année, parce qu'on avait l'intuition sur le terrain qu'il y avait une détérioration, et puis ces chiffres nous permettent de confirmer cette intuition de terrain. Et le cœur de cette crise, il est entre les personnels. Exactement. Alors ce qui est plutôt réjouissant, c'est qu'avec les élèves, ça va bien. Et ça, je crois qu'il faut le dire et le répéter. Les enseignants, comme les autres personnels, vont bien avec les élèves. Ils sont plus de 80% à considérer que ça se passe bien, voire très très bien avec les élèves. Avec les familles aussi, qui sont souvent pourtant pointées du doigt, mais très majoritairement, les relations sont bonnes. Et ça, quels que soient les milieux, je crois que c'est important aussi de le rappeler. Ça, c'est les enseignants, les chefs d'établissement, les CPE qui le disent. Exactement. On leur demande comment ça va avec les élèves, comment ça va avec les familles, globalement. Globalement, ça va bien, voilà. Et majoritairement, ça va bien. En revanche, entre adultes, voilà, il y a une détérioration qui est très nette. On est à des chiffres plus 10%, plus 15% sur des aspects négatifs entre maintenant et puis il y a 10 ans. C'est valable aussi bien entre enseignants en particulier, plus qu'avec les autres personnels, et c'est valable entre les enseignants et leur hiérarchie, qu'elle soit directe ou indirecte, c'est-à-dire que ce soit la hiérarchie direct, dans ça va être mon chef d'établissement, voilà, typiquement. Sinon c'est les inspecteurs ou les personnels du rectorat auxquels j'ai affaire parce que je sais pas quoi, je dois monter un dossier de financement pour je ne sais quoi et que exactement. Il va falloir que je leur parle. Donc là, sur ces deux aspects-là, on a une détérioration qui est assez nette et qui est effectivement préoccupante. Ces tensions, elles existaient déjà il y a 10 ans, puisque quand même 31%, c'était pas rien. Effectivement, on passe à 55%, effondrement, dites-vous. Comment expliquez-vous ce plus 24%? L'accumulation de réformes, ça revient beaucoup, ça, c'est arrêter d'empiler. Il y a, je dirais, d'abord un sentiment de solitude. C'est-à-dire que le sentiment de solitude s'est creusé. Vous le dites bien, il n'est pas nouveau, mais il est beaucoup plus dur aujourd'hui. Les enseignants ont bien conscience de faire un métier qui n'est pas facile, mais ils ont le sentiment de le faire de plus en plus seuls. Pardon, je vous coupe, Benjamin, le paradoxe, c'est qu'en même temps, ils ne font pas confiance aux collègues. Oui, mais parce que... D'ailleurs, je caricature quand je dis ça. Ils font confiance à certains, mais en tout cas, ça s'est dégradé. On est dans une situation où il y a besoin de collectif, très clairement, et c'est un des défis majeurs d'ailleurs de l'école aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on arrive à composer avec tout un tas d'injonctions contradictoires, et on sait que ce collectif-là, il fait ressource. Les établissements où ça marche bien, c'est toujours des établissements où le collectif existe, où les adultes ne sont pas enfermés dans leur classe, mais où ils travaillent ensemble, où ils savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres, ou au moins à quelques-uns sur quelques autres. Et est-ce qu'il est toujours vrai que paradoxalement, je dis paradoxalement, qu'en tout cas on en rencontre beaucoup plus dans des établissements situés typiquement dans l'éducation prioritaire,
parce qu'à la limite, on n'a juste pas le choix, et ou dans des établissements assez élitistes de centre-ville, où il y a une espèce de tradition, les gens restent longtemps, on bosse ensemble, et qu'il y a voilà, des établissements qui sont un peu ni l'un ni l'autre, et où c'est compliqué. C'est assez vrai, même si c'est assez polarisé dans les établissements de l'éducation prioritaire. C'est-à-dire que vous avez soit des équipes qui vont bien, fonctionnent bien, et ceux qui vont très mal. Ouais. Et quand ça va très mal, ça va atrocement mal. Exactement. Donc il y a des effets de moyenne qui peuvent masquer un petit peu les choses, mais en tout cas, il y a des équipes qui montrent qu'il n'y a pas de fatalisme sociologique à la situation de ces établissements-là. Maintenant, il y a un besoin de collectif, il y a un besoin aussi d'être soutenu par son institution. Et quand on regarde un petit peu ce qui a changé en 10 ans, c'est beaucoup le regard que portent les professionnels de l'éducation, et pas seulement les enseignants, sur le soutien qu'ils ont ou pas de leur hiérarchie. Et ça, c'est quelque chose de prégnant, y compris chez les chefs d'établissement. Et ça, je crois qu'il faut On va en parler alors. Aussi. Près de 9000 personnels des collèges et lycées ont répondu à votre grande enquête sur le climat scolaire. Elle a été copilotée par vous, Benjamin Moignard. Besoin de collectif, besoin de soutien de l'institution. On en reparle dans quelques instants, juste après l'Anti-Sèche, Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-Sèche, aujourd'hui, vous nous racontez l'histoire de Gutenberg, l'invention de l'imprimerie. La raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que le magazine Archéo, qu'on aime beaucoup à la quotidienne, il consacre sa une dans son numéro de décembre. Tout à fait, en kiosque dès cette semaine. Mais les mensuels arrivent toujours un petit peu avant. Voilà, exactement. Donc foncez comme d'habitude, un dossier super intéressant, on apprend plein de choses. Et la première, c'est que Gutenberg n'a pas vraiment inventé l'imprimerie. Et oui, puisque quelques années avant la naissance de Gutenberg, en 1377, on avait déjà imprimé un livre en Corée avec le même principe de caractère mobile en métal que va utiliser Gutenberg. Ça, c'est pour la petite anecdote, mais bon, on considère que c'est lui le père de l'imprimerie quand même, parce que c'est à partir de son époque que ça se démocratise. Tout à fait. Parce que ça rencontre d'autres mouvements en Europe, vous allez nous le raconter. Ça lui vient comment d'ailleurs l'idée d'imprimer à Gutenberg ? Alors en fait, on sait déjà très peu de choses sur la vie de Gutenberg lui-même. On sait seulement qu'il vient d'une famille bourgeoise, son père était un riche marchand. Ils habitaient à Mayence, dans le Saint-Empire romain germanique, avant de déménager plus tard à Strasbourg. Et c'est là que le jeune Gutenberg est formé au métier d'orfèvre. Il travaille le métal et sa formation lui permet de fabriquer des caractères d'imprimerie. Et là, lui vient l'idée d'imprimer des livres, donc à l'aide de ces caractères d'imprimerie, d'encre et d'une presse, un outil qui exerçait une pression sur un solide pour y laisser une impression, il va pouvoir imprimer son premier livre. Alors regardez, dans Archéo, on nous montre ce qu'est une presse, parce que ça peut paraître un peu abstrait comme ça. Donc vous voyez, on dispose les caractères d'imprimerie sur le châssis, tout au milieu, lettres à l'envers pour que les empreintes soient ensuite à l'endroit, et on presse donc avec la presse à bras, ce levier qu'on voit en métal. Très très vite, cette invention a pu se démocratiser, mais ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Et non, Gutenberg s'associe avec un certain Johann Fust, un homme très fortuné qui lui prête de l'argent pour créer son entreprise d'imprimerie. Gutenberg perfectionne sa technique et le voilà prêt à imprimer son premier livre. Son choix va se porter sur le livre qui encore aujourd'hui est le livre le plus lu au monde. Le plus vendu, c'est la Bible, vous nous l'aviez dit un jour. Tout à fait, la Bible. Et il en imprime 180. Et ces exemplaires, on les appelle aujourd'hui Bible à 42 lignes, parce que chaque page est constituée de 2 colonnes qui comportent chacune 42 lignes. Donc Gutenberg présente ses Bibles à la Foire internationale de Francfort en 1454, mais il y a un problème, c'est le coût de fabrication est vraiment trop important et sa vente n'est pas assez rentable. Et donc l'homme très fortuné qui a prêté de l'argent à Gutenberg lui réclame l'argent prêté, Gutenberg n'en a pas. L'histoire se finit au tribunal. C'est d'ailleurs grâce à la retranscription de ce procès qu'on connaît un petit peu la vie de Gutenberg. Bref, ce procès, pas de chance, puisque Gutenberg le perd. Son ancien associé se lie d'ailleurs avec l'apprenti de Gutenberg et ils continueront... totalement. Ils continueront d'imprimer des livres sans lui, pas sympa du tout. Voilà, Gutenberg, lui, il essaiera d'imprimer des livres, mais ça sera à chaque fois un échec. Et dans les dernières années de sa vie, il sera anobli à Mayence, là où il est né, pour son invention justement, mais il mourra dans l'indifférence la plus totale peu de temps après. Super histoire, merci. Pauvre Gutenberg, toujours est-il que quand même cette invention de l'imprimerie, elle reste aujourd'hui une date clé de l'histoire occidentale. On sait d'ailleurs ce que sont devenus les Bibles Gutenberg, moi j'en ai vu une ou deux. Il en reste 49 exemplaires dans leur version complète, donc beaucoup sont conservés en Allemagne, mais il y en a en France, une à la bibliothèque Mazarine, 2 à la bibliothèque de France et une à la bibliothèque Saint-Omer. Et puis si ça vous intéresse, elles sont consultables gratuitement sur Internet, donc allez voir, c'est super intéressant de voir ces plus vieux exemplaires de livres. Vous en parlez avec passion, vous l'avez fait. Mais bien sûr. Évidemment. Emma, merci beaucoup. On se retrouve pour la récré. Tout à fait. On reprend notre entretien avec Benjamin Moignard. Grand oral.
L'une des vertus de l'enquête d'Éric Debarbieu et de Benjamin Moignard, eh bien, c'est de nous aider à mesurer l'écart entre la perception de certains problèmes sur le terrain et leur écho politique et médiatique. C'est particulièrement vrai sur plusieurs sujets. Alors, les rapports enseignants-élèves, vous en avez déjà parlé. On peut avoir coutume, on peut penser que c'est compliqué. En fait, ça ne l'est visiblement pas tant que cela, en tout cas du point de vue des enseignants. Il y a un deuxième sujet sur lequel, dont on parle beaucoup et sur lequel finalement les choses n'ont pas tant évolué que cela, c'est la violence. Sur la violence, effectivement, le nombre des victimations, en particulier ce qu'on appelle les violences physiques, sont extrêmement réduites. Il y a moins de 2% des enseignants qui signalent y avoir été confrontés récemment. Alors c'est toujours 2% de trop, ça c'est sûr. Mais surtout que 2% sur, je ne sais pas combien de profs dans le secondaire, d'ailleurs 500 000, un truc. Oui, c'est ça. Voilà, 2% de 500 000, vous allez faire le calcul mieux que moi, mais ça fait du monde quand même. Ça fait du monde, donc c'est quelque chose qu'il ne s'agit surtout pas de négliger. C'est évident que lorsqu'un enseignant est confronté à cette expérience-là, elle est douloureuse. Elle est douloureuse aussi pour les autres membres de l'équipe, mais on ne peut pas dire que c'est le quotidien des enseignants. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler. Il y a des sujets nouveaux en revanche, alors pas s'ils sont totalement nouveaux, mais qui apparaissent comme le harcèlement moral. Question qui, dites-vous, devient centrale. Ça devient central et ça fait écho un petit peu à ce qu'on s'est dit avant, c'est-à-dire que la relation entre les adultes étant détériorée, on a des formes de qualification du harcèlement moral qui augmentent sensiblement. On a près d'un enseignant sur deux aujourd'hui qui dit qu'il y est confronté. Le sujet pour nous dans l'étude n'est pas de dire si c'est vrai ou pas, si ça répond à l'appellation juridique du harcèlement. Victimation, ça veut dire qu'on vous demande, à vous par exemple, si vous remplissez une enquête de victimation, si vous avez le sentiment d'eux, etc. Donc c'est pas exactement des chiffres bruts. C'est très important. En revanche, ça montre souvent des écarts considérables entre des statistiques officielles et ce que les gens vivent. C'est ça. Et donc là, il y a clairement l'expression d'un malaise enseignant et d'un malaise enseignant sur les relations entre les adultes. Là encore, c'est pas les familles, c'est pas les élèves qui inquiètent le plus, c'est d'abord entre adultes. Ça, c'est une nuance avec 2013, la précédente enquête. Lorsqu'on demandait aux enseignants qui étaient inquiets, ce qui les inquiétait le plus, c'était le risque de violence de la part d'élèves. Aujourd'hui, c'est le risque de la confrontation avec d'autres adultes de l'établissement. Donc cette hiérarchie a évolué considérablement en 10 ans et on voit que ce problème structurel finalement de l'organisation de l'école, de la manière avec laquelle elle s'organise à l'échelle des adultes, devient de plus en plus prégnante. Autre sujet qui monte et là sur lequel il y a un énorme besoin d'accompagnement, et là-dessus pour le coup le ministère semble répondre présent, en tout cas il semble avoir entendu, c'est la question de la laïcité. Alors sur la question de la laïcité, on n'a pas de comparaison avec 2013 parce que ces questions-là on les posait pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un personnel sur deux qui considère que la laïcité est en danger à l'école. Voilà, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est aussi très clivé. Ça veut donc dire qu'un sur deux, il y en a l'autre moitié qui considère que c'est pas le cas. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est de constater qu'il n'y a pas de différence entre un établissement entre un enseignant par exemple qui enseigne en ZEP et puis un autre qui enseignerait dans des milieux plus privilégiés ou à la campagne où il n'y a pas de différence. C'est un sujet partout. Donc c'est un sujet partout et c'est un sujet qui n'est pas forcément référé à une expérience douloureuse. Donc ça veut dire qu'il y a aussi là cet aspect du sentiment, de l'inquiétude qui est forte, mais on ne peut pas dire que ce soit l'expression ou le relais d'une expérience plus dure dans les quartiers populaires par exemple ou ailleurs. Je vous suis, mais alors est-ce qu'on ne peut pas aussi penser qu'il y a derrière tout cela une demande de sens, une demande de valeur, pour le coup largement partagée par tout le monde, disant il faut refixer quelque chose de commun, il faut redonner du commun. Il y a un besoin autour de ça, c'est certain. Il y a un besoin des enseignants à essayer de comprendre et de voir dans quel sens ils peuvent déployer aussi les registres d'investissement de l'école, des savoirs, à quoi ça sert et comment on le fait. C'est pas que français, ça c'est un besoin européen. On le voit très très bien dans la plupart des pays, par exemple ce qu'on appelle cette crise du sens, cette difficulté dont on a beaucoup parlé à recruter des enseignants, elle n'est pas seulement française, mais elle est plus forte encore en France. Ça, c'est peut-être quelque chose d'important. Elle est plus accentuée encore en France, mais elle ne se situe pas seulement au niveau des enseignants qu'on voudrait faire venir et qu'on voudrait recruter. Il faut aussi travailler avec ceux qui sont déjà là et qui ont besoin de ces perspectives-là. 13% des personnels sont confrontés très souvent ou assez souvent à des remises en cause de leur enseignement. Même chose, c'est un chiffre ambigu. 13% c'est très minoritaire, mais enfin ça fait du monde quand même. Ça fait du monde, mais là aussi il faut être prudent. C'est-à-dire que contester, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de résolution derrière. Et l'expression de la tension sur un certain nombre de sujets ne veut pas dire qu'à long terme, il y a une confrontation. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, faire l'école, et les enseignants le savent très bien, c'est pas un long fleuve tranquille. Et donc ça veut dire qu'on est face à d'autres types
de légitimité, on est face à d'autres discours, et ça, les enseignants, d'autres sources d'information, et ça, on sait que pour demain, c'est un enjeu tout à fait décisif. Comment est-ce qu'ils sont formés sur ces aspects-là? C'est une vraie question. Comment ils sont collectivement cohérents sur ces questions-là? Ce sont des vraies questions. Et là, on voit qu'il y a des besoins d'aller plus loin pour élaborer des modes d'intervention qui soient pertinents. On va en parler dans la troisième partie du Grand Oral. On en parlera peut-être un petit peu aussi avec Marie-Olivier. Dans son cours particulier, elle va parler d'un dispositif qui s'appelle prof-chercheur. Et ça crée du collectif et ça crée, vous disiez, il y a ce besoin de collectif qui est très très important. Le climat scolaire, néanmoins, s'est dégradé. Il ne s'agit pas de dire que les directions sont moins efficaces qu'antérieurement, écrivez-vous, mais la perte de sens liée à des réformes mal comprises et malmenantes, ajoutée à la crise sanitaire et à une communication ministérielle erratique, ont placé les cadres de terrain dans des situations très difficiles à gérer. Fin de citation. On a bien besoin d'une pause récré avant de reprendre l'échange. Et la pause récré, c'était elle rigole déjà, elle est extraordinaire. Vous la voyez pas montrer, regardez, elle se marre. C'est Emma, la pause récré. Emma, on attend la sonnerie pour faire son cartable, dire c'est la récré, tout ça. Bah oui, c'est la récré. On attend la fin du cours. Bah oui. C'est de quoi Emma, je vais vous parler aujourd'hui. Oui, la lettre au Père Noël. Je vois que vous vous moquez de moi sur mon attrait pour Noël. Je ne me moque pas, j'observe beaucoup de... Oui, parce que nous sommes le 28 novembre. De tendresse de votre jeunesse extraordinaire. C'est dans moins d'un mois Noël. Donc vous Ah vous rendez compte, donc si la lettre on l'écrit pas maintenant, c'est foutu. Parce qu'il faut quand même qu'il s'occupe de nous vite si on veut. Avec la tête. Bah, bien sûr, donc limite on est en retard même. Donc je vous ai sélectionné les meilleures lettres envoyées au Père Noël. Vous allez voir, c'est pépites. Alors regardez par exemple, lettre très courte, très droite au but de Clémentine, 7 ans. Coucou Père Noël, je voudrais un poney. Merci. Et alors on remarquera l'adresse d'ailleurs. Donc 14 avenue de la Banquise, 95 300 Bruckflûte. Donc la ville est un meuble Ikea en fait. Le tout en Laponie. Alors autre petite pépite. Cher Papa Noël, si tu m'apportes des cadeaux qui fonctionnent avec des piles. Alors celle-là, on l'a pas cette photo, c'est moi qui vous la lis. Parce que c'est de l'anglais, ça. Voilà. Cher Papa Noël, si tu m'apportes des cadeaux qui fonctionnent avec des piles, s'il te plaît, apporte-moi des piles. Eh ouais, bon sens. Encore une autre. Alors celle-là, je la traduis, on va la voir. Cher Papa Noël, comment vas-tu? Moi, ça va. Voici ce que je veux pour Noël. Et là, il a recopié à la lettre près le lien du jouet qu'il veut. Donc bon courage aux parents pour tout retaper sur Internet. Ensuite, il y a celle qui sait ce qu'elle veut et qui se donne les moyens d'y arriver. Pas de bonjour, pas de s'il te plaît, pas de au revoir, un mot. Juste un mot écrit en 16 langues différentes, un chat. Elle veut un chat, donc si c'est pas clair. Et enfin, il y a la lettre de la petite Emma, 28 ans, que je vous lis, parce que c'est bizarre. Donc, je l'ai en ma possession. C'est vrai, vous avez 28 ans, vous? Tout à fait. D'accord, j'ignorais. Et bien maintenant, vous le savez. Voilà. C'est quand votre anniversaire? Le 30 mai. 30 mai, il faut qu'on se le note, ça. Alors, cher Père Noël, j'espère que tu te prépares bien pour le marathon qui t'attend dans quelques jours. Que c'est gentil. Prends des forces, car c'est comme moi quand je fais du sport, c'est tellement rare que ça va te demander un effort considérable. Pour ma part, je n'ai toujours pas lâché le dos. Théodore, je le veux encore et toujours, ce petit chien. Pas besoin de piles, plus facilement transportable qu'un poney. Pas de lien à recopier, mieux qu'un chat, c'est facile. S'il te plaît. Donc, je te promets d'être sage toute l'année. Bisous. Waouh. Voilà. Vous aviez déjà lu votre lettre au Père Noël à la télé? Quoi? Vous aviez déjà lu la... Ah, dis donc, il y a une jolie image, là, quand même. Ah, c'est moi. Mais vous voyez... Je crois que quelqu'un vous a fait une petite farce. Clin d'œil, Marine. Mais vous voyez, Emmanuel, que je prends cette lettre au Père Noël très au sérieux depuis le plus jeune âge. Voilà, c'était l'année dernière en même temps. Mais j'étais pas très bien lookée quand même. Ok. Hein. C'est la première fois que vous la lisez quand même à la télé? Bah oui, mais parce qu'en fait, on m'a dit qu'en Laponie, ça captait hyper bien School TV. Ah bah oui, si là, il l'a pas, j'arrête de croire au Père Noël. Bon, il faut que vous ayez un chien. Père Noël, as-tu compris? Ouais. Emma, un message. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Benjamin Moignard à Grand Oral. Il faut quand même revenir sur Terre 3 secondes parce qu'on est sur un sujet plus sérieux. Et notamment sur le climat scolaire avec cette enquête qui a été menée entre autres par Benjamin Moignard et l'Autonome de Solidarité. Au cœur des tensions entre les enseignants et leur hiérarchie, il y a la question de la liberté pédagogique. C'est-à-dire les enseignants, théoriquement, ça leur est reconnu, une fois qu'ils rentrent dans la salle de classe, ils enseignent comme ils l'entendent, dès lors évidemment que cela rentre dans le cadre des programmes.
Il la demande encore plus qu'avant. Est-ce que c'est si nouveau que ça, au fond? Parce que moi, ça fait quand même... Je suis un tout petit peu plus âgé qu'Emma. Et ça fait longtemps que j'en entends parler, voire que j'en parle de cette liberté pédagogique. C'est quoi le problème aujourd'hui? Non, c'est pas nouveau. Vous avez raison de le pointer. Mais comme il n'est pas nouveau qu'il y a des difficultés entre adultes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'accroît, c'est quelque chose qui s'accentue. Et puis, c'est quelque chose qui fait que le climat général étant relativement délétère à l'égard des hiérarchies, on voit que ça s'accentue sur quoi? Sur l'épreuve de la liberté, de son autonomie à l'égard de cette même hiérarchie. Donc, parce que liberté, qu'est-ce que ça veut dire quand un enseignant dit « je veux ma liberté pédagogique » Il l'a. Je veux dire, il n'y a personne à part les élèves dans la classe. Une fois qu'il a fermé la porte, comme le dit Larry Cuban, qui est un chercheur à Stanford, il devient bon, c'est dit en anglais, ça sonne mieux, le decision maker, mais c'est celui qui il fait ce qu'il veut dans sa classe. Oui, mais c'est cette question de comment est-ce qu'on se positionne dans le fait d'avoir de la place ou pas pour agir sur l'école. Les enseignants aujourd'hui, ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas beaucoup de marge en fait pour le faire. C'est-à-dire qu'ils sont qu'un rouage du système et qu'ils ne sont pas vraiment associés. Vous savez, il y a cette catégorie de la fonction publique, on dit les enseignants, ce sont des enseignants cadres de catégorie A, de cadres des cadres, A. ouais. Ils ne se vivent pas comme des cadres A. Ils se vivent comme des opérationnels, ils se vivent comme simplement un élément sur un millefeuille incroyable. Je remplis des feuilles d'évaluation, je dois remplir des dossiers pour tout et n'importe quoi, etc. Exactement. Les choses sont très désincarnées pour une majorité d'entre eux. La nuance avec 2013, c'est que c'est une majorité. Et c'est ça qui glisse, c'est que en gros, on a aujourd'hui 2 enseignants sur 3, là où on en avait 1 sur 3 il y a 10 ans. Donc ça veut dire que l'augmentation, elle est très forte. Et 78% d'entre eux qui disent ne pas être respectés par la hiérarchie hors établissement, c'est-à-dire les rectorats globalement, oui. ou le ministère, ou le ministre. Oui, c'est ça. Il y a une déconnexion là qui est forte, avec une accentuation sur les dernières années. Alors le raccourci, ce serait peut-être de dire que c'est simplement le résultat du ministère précédent, de l'incarnation par Blanquer, de cette espèce de déconnexion du terrain. Bon, ça vient quand même de plus loin que ça. Il est sûr que cette mandature-là... Voilà, n'a pas amélioré les choses. Ça vient Ceci dit, quand il disait école de la confiance, il prononçait le bon mot. Oui, mais sauf que ça a fait le contraire. Voilà, c'était le bon mot. C'est un vœu, mais on en est très loin. Après, c'est des choses qui reviennent aussi avec. Juste avant, on avait eu l'école de la bienveillance. Ça veut dire que le politique l'école du respect. Moi, je me suis encore identifié exactement l'école du respect. Cette difficulté-là, elle est identifiée maintenant. L'attention, elle est structurelle et elle est sur comment notre école s'est construite et comment historiquement elle est née aussi du fait justement d'avoir cette déconnexion-là entre une hiérarchie. Il ne faut pas oublier que l'éducation nationale est la plus grande RH d'Europe. Il n'y a pas d'endroit où on a autant de personnel exactement sous une même coupe. Et donc tous ces échelons intermédiaires là, ils sont plus compris. Parce que dans des grands pays au plan démographique, et politique et culturel comme l'Allemagne, bon, l'Angleterre qui est dans l'Europe au moins géographique, c'est géré différemment. Il y a une autonomie des établissements. C'est pas une entité gère 1 million de personnes, quoi. Il y a une autonomie, mais il y a aussi que c'est souvent l'échelon régional qui vient organiser tout ça. Benjamin Moinert, si on essaye de terminer cet entretien sur des points positifs, parce que les réponses existent, le besoin de collectif, le soutien de l'institution, tout ça, ça se construit. Le cœur du cœur, ce serait quoi? La réforme de la formation initiale et surtout, j'allais presque dire, formation continue, c'est-à-dire celle de ceux qui sont là en place maintenant? Je crois que cet enjeu de la formation, il est important, surtout dans la continuité. C'est-à-dire ce que disent bien les enseignants, c'est qu'à chaque réforme, il y a le sentiment finalement que ça apporte pas beaucoup, plus qu'avant, voire que ça la détériore, cette formation. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de formation. Parfois, ça vient super vite et qu'on m'a dit de faire comme ci, maintenant on me demande de faire comme ça, et c'est lourd. Les PAC en quelques jours ou les PAC en quelques mois, ça ne suffit pas. Et enseigner est un métier qui s'apprend, et ça, sur le terrain, évidemment, que les enseignants vous le diront très nettement. Peut-être que le deuxième point très important, c'est celui de la fin de l'infantilisation, peut-être, des enseignants, parce que ce sentiment-là, il est très fort. Là encore, il est pas... je vous cite, pardon, je vous coupe, mais parce que c'est un papier de 2004 dans Libération avec un enseignant qui disait « L'infantilisation et la culpabilisation systématique exercée par certains cadres fait que nous sommes plombés par la honte et un sentiment confus de culpabilité. » 2004. Oui. C'est ça, c'est pour ça qu'on est toujours dans cette actualité-là. Wow. Et ce qu'il faut noter dans l'étude, c'est le fait que les chefs d'établissement aujourd'hui aussi le notent. C'est-à-dire que ça, c'est très nouveau. En 2013, les chefs d'établissement étaient dans une posture, dans la maison éducation nationale, on appellera ça de loyauté à l'égard de l'institution, on considérait que les réformes étaient plutôt bonnes, que tout allait plutôt bien. Et maintenant, même eux se crispent, et donc ça prouve bien qu'on est au bout d'un système sur cet aspect d'organisation très hiérarchique, très pyramidal.
c'est pas que dans l'école que ça marche pas, hein. Ailleurs ça marche pas mieux. Donc ça c'est un enjeu et un levier important. Il y a quand même des solutions, des dispositifs originaux. Restez avec nous, Benjamin, si vous voulez bien. On va recevoir Marie-Olivier dans quelques secondes pour son cours particulier. On va parler de cela. On vous laisse aller mettre, parce qu'il paraît qu'il n'y avait pas de timbre sur l'enveloppe de la lettre au Père Noël. Filez, courez, vite. Cours particulier. Le cours particulier de Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, vous allez nous permettre d'explorer un dispositif pour les enseignants qui s'appelle les profs-chercheurs. Oui, profs-chercheurs, c'est un collectif d'enseignants qui fait de la recherche collaborative pour répondre aux défis de l'éducation d'aujourd'hui et de demain. Défis nombreux, on vient de le voir avec Benjamin Monniard. Exactement. En fait, ils partent souvent d'une situation problématique, ces profs-chercheurs, et ils se fixent un objectif à atteindre en formulant une question de recherche. Par exemple, comment accompagner mes élèves à être autonomes dans leur apprentissage ? Et ils n'y parviennent pas de but en blanc. Cette étape, elle est découpée en tâches pour faciliter le processus. Alors les processus, on les voit. Comment font-ils ? Ils passent à l'action face au défi qui est relevé. Les membres du collectif de profs-chercheurs évaluent si cette action est envisageable pour relever le défi identifié dans le contexte spécifique d'enseignement. Donc, chacun a un contexte particulier, évidemment. Et donc là, ils s'y mettent à plusieurs, d'où le côté coopératif ou intelligence collective, c'est ça ? Exactement, oui, tout à fait. L'intelligence collective est vraiment mobilisée dès le début. En fait, c'est une recherche collaborative qui est ouverte de A à Z. Et alors, comment ils arrivent à Z ? On y arrive, vous êtes impatient. Oui. L'action dont je vous parlais, c'est quelque chose de très concret, donc, comme par exemple l'utilisation d'une ressource ou la mise en place d'une activité. Donc par exemple, face au défi de rendre les enfants autonomes dont on parlait, on pourrait proposer commencer tous les matins par un travail de 5 minutes en autonomie ou encore favoriser une activité en binôme pour qu'ils puissent apprendre sans l'enseignant. Il y a toujours des tâches donc dans cette étape d'action. Oui, c'est toujours découpé en tâches, exactement. Et les enseignants testent leurs actions dans leurs établissements respectifs avant de faire un retour d'expérience. Et vous imaginez que face au même défi et avec la même action, les retours peuvent être totalement différents en fonction des élèves, en fonction des enseignants et aussi en fonction du contexte culturel ou de l'établissement. Le retour d'expérience, comment ils le font ? Ils se réunissent ou ils font ça En fait, ils font ça par écrit, c'est assez structuré. Okay. Ils y décrivent leur contexte, la mise en place de l'action, les progrès et aussi les difficultés rencontrées. Et donc, c'est ce qui permet la mise en commun ? Oui, c'est ça. L'idée, en agrégeant les données et en mettant en commun les expériences, c'est de tester des pratiques et de voir les grandes tendances qui en ressortent, et en fait, pour comprendre celles qui marchent et celles qui marchent moins bien. Super. Et donc, ces synthèses peuvent donner des solutions concrètes qui sont approuvées par l'expérience. Et donc, si on reprend plus l'intitulé exact, je crois que c'était comment faire travailler les enfants de manière autonome. Qu'est-ce que ça donne après ? Donc, en fait, la vision de l'équipe qui a mis en place ce dispositif au Learning Planet Institute en 2019, c'est de créer la plus grande équipe de recherche en sciences de l'éducation. Donc, finalement, que chaque professeur soit chercheur et que chaque classe soit un labo de recherche. Donc, la taille de l'équipe, là ? Là, ils sont assez petits encore, mais il y a quand même 170 participants et ça SM, il y a des animateurs aussi et 11 communautés en France. Ce qui serait intéressant, c'est aussi que ça se développe à l'international pour pouvoir comparer. Et donc ça fonctionne par communauté en France ? Oui, exactement. Chaque communauté a une raison d'être propre avec son calendrier et son espace. Donc par exemple, il peut y avoir une même communauté dans une même école, mais la plupart des communautés sont ouvertes et beaucoup de travail collaboratif est mis en place entre les communautés. Benjamin Monniard insistait beaucoup sur la question de la solitude. Ça répond, on est en plein là-dedans. Oui, complètement. Oui, exactement. Le but, c'est vraiment qu'on mette en commun. Et en ce moment, par exemple, sur la plateforme Prof-Chercheurs, qui s'affiche à l'écran et que vous pouvez d'ailleurs consulter si vous souhaitez vous inscrire à la démarche. On trouve par exemple des actions pour mettre en place un contrat positif avec l'élève perturbateur ou encore une séquence autour de la thématique du genre avec le jeu qui s'appelle Expédition Sagesse ou encore car les questions de recherche concernent parfois les enseignants eux-mêmes. Comment former les enseignants à adopter des dispositions propices au développement de l'esprit critique chez les élèves. Super, Marie, merci beaucoup. En moins d'une minute, Benjamin Monniard, réaction, c'est typiquement le genre de choses qui peuvent aider là. Ah oui, je crois que c'est très intéressant et puis c'est d'autant plus intéressant que c'est ancré sur la question du contexte et que donc les enseignants vont se pencher sur les spécificités de leur contexte et puis essayer de trouver des solutions collectives. Donc c'est l'inverse du truc qui tombe d'en haut. Ça marche mieux que les kits qui imaginent qu'on a une solution toute faite et qu'elle tient dans une mallette. Ça ne marche pas en général. Ouais. Donc là, il y a un exemple qui n'est pas totalement pris au hasard parce que des mallettes, il y en a eu quelques-unes. Il y en a quelques-unes, et il y en a encore. Qui ont été faites par le ministère ou par ses services. Merci beaucoup, Benjamin. Merci Marie, merci beaucoup. Je pense que d'ailleurs les chroniques de Marie sont très souvent une excellente réponse à cette problématique de sortir de la solitude. On peut retrouver votre étude sur Internet assez facilement. On tape votre nom, Autonome de Solidarité, qui a commandé l'étude et qui veille à la santé des étudiants. Et étude co-signée par Éric de Barbieux, rappelons-le tout de même. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous deux, merci aussi à toute l'équipe. Au maquillage à Emma Razafindra-Lambeau, en régie à Marine Plantec, assistée par Roxane Sarfati, Marine qui a également préparé l'émission. Retrouvez les photos d'Emma quand elle était toute petite. Au son, c'était Maxence Mogin, à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.